Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 novembre. Et comme d'hab, écoutez, ça tombe bien que ça m'oblige à sortir. Parce que j'ai pas franchement envie de sortir. Mais en réalité, ça m'oblige à sortir. Le fait d'aller donner à manger à Canel, vous voyez, je me dis, allez, mais il faut y aller. Et donc elle est là, toujours fidèle au poste. Elle attend. Hein? Elle attend. Ah, le zoom est pas formidable hein, sur ce téléphone-là. Eh bien, bientôt j'aurai un nouveau téléphone. Ça y est, c'est fait. Alors, je l'ai acheté reconditionné. Ça, finalement, j'ai opté pour un Samsung 21S, un truc comme ça. J'ai vu... Attendez, oh là là, voilà. Ah bah, c'est mieux là. Donc, normalement, ça devrait être de meilleure qualité. Ça m'a coûté 300 €. Je trouve ça raisonnable par rapport à des prix qui... Oui, bah je sais, tu t'impatientes au prix que j'avais vu. Bon, je risque 300, j'espère que ça sera correct, mais je veux pas y mettre plus parce que c'est la folie sinon. Ben oui, bah quoi? Hein? Tu as faim? Ah bah oui. Hein? Tu as faim? Oui, bah oui, c'est là. Ah oui, c'est là. Hein? Ah oui, ça va être bon, hein. Ah, mais pas ton pied dedans, t'as pas de dents. Oh, ça a l'air bon, ça. Ultima. Voilà, on va pouvoir se régaler. Hein? C'est bon? Oui, oui. Voilà. On se régale. Mais il commence à faire froid chez nous. Je le reprends tout de suite. Oui, il commence à faire froid là. Là, je pense que les premières gelées vont arriver. Et on voit bien que là, il faut monter un peu plus le chauffage. Bah, c'est un peu normal. Hein. C'est pas plus désagréable quand c'est un peu frais comme ça. Je dois dire que j'aime assez quand c'est un peu vivifiant. Donc, ce soir, je dois avoir Christophe au téléphone. Christophe, c'est le Corse. Pour les nouveaux abonnés, je répète, Christophe est aviculteur et nous l'avons aidé dans une période difficile puisqu'il a reçu un ordre d'arrêter sa production d'œufs. Il avait donc des poules, 800 poules, qu'il a fallu abattre parce qu'il y avait une bactérie qui posait problème, alors qu'en réalité cette bactérie elle est autorisée dans tous les pays d'Europe, voire de l'Est évidemment, même en Italie c'est autorisé. Donc on apporte des œufs où cette bactérie n'est pas interdite, n'est pas en tous les cas contrôlée, parce qu'elle n'est pas dangereuse pour l'homme. Mais en France, comme on veut être meilleur toujours que les autres, on a décidé que cette bactérie, elle était interdite. Bon, la chose qui est absolument inouïe, c'est qu'on importe des œufs qui certainement peuvent être porteurs de cette bactérie. Ça pose pas de problème de les importer, mais de les produire chez nous, ça pose un problème. Donc, vous allez tuer les aviculteurs qui, eux, ont cette bactérie. Par contre, vous allez importer des œufs de l'étranger qui, elles, ont cette bactérie. C'est un non-sens tellement énorme que je me demande comment ça se fait que
toute la filière agricole qui doit vivre un peu des réglementations similaires ne se révolte pas. Parce que ça c'est un facteur énorme d'injustice qui devrait pousser tous les agriculteurs, les exploitants agricoles à se révolter. C'est honteux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a appelé et puis il m'a dit voilà, c'est dans la merde, tout est foutu, j'ai plus de revenus, j'ai plus rien, je perds mon marché, je perds tout. Donc nous avons réagi rapidement. J'ai demandé à mes abonnés, j'ai produit l'adresse de Christophe et j'ai demandé aux abonnés de donner ce qu'ils pouvaient pour l'aider à ramasser, à réunir assez d'argent pour repartir. Parce que l'assurance d'un surplus, il a eu un avenant depuis qu'il y a eu des grippes aviaires. Son assurance lui avait envoyé un avenant par lequel elle ne l'assurait plus pour ce type d'incident. Ce qui veut dire qu'il n'était pas assuré et qu'il avait d'aide de nulle part. Et donc nous avons été plusieurs, il y a les syndicats qui ont ouvert une cagnotte. Et puis de mon côté, j'ai préféré vraiment donner son adresse de façon à ce que les gens puissent directement lui offrir une carte d'encouragement, parce qu'il était dans une phase terrible sur le plan moral. Il a 3 filles, il a sa femme, c'est une famille qui vit sur l'exploitation, et d'un seul coup on lui dit d'arrêter. Donc vous comprenez bien que on peut pousser les gens au suicide, hein, comme ça. C'est absolument révoltant. Mais on a réussi à réunir 7000 €. Et donc, il a réussi par la cagnotte à avoir 5-6 000 €. Et puis, il a réussi à avoir un petit peu d'argent aussi, parce que cette année, cet été, il a travaillé, il a tenu un petit stand qui lui a rapporté un petit peu d'argent, de sandwich pour les fêtes, pour les touristes. Il s'est démerdé comme il a pu. Bref, puis là, on attend que la chambre agricole éventuellement l'aide, parce qu'il a racheté 500 poules à Marseille, il vient de les amener, et j'attends de ses nouvelles pour savoir si enfin il a le feu vert de l'administration pour pouvoir vendre ses œufs. Il a les poules, mais il faut encore qu'il obtienne l'administration parce qu'il doit subir un contrôle. Donc vous voyez que c'est une épée de Damoclès que vous avez au-dessus de la tête, c'est infernal. Bref, ce soir il doit m'appeler. Je répète l'histoire pour ceux qui viennent de s'abonner, parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de nouveaux abonnés qui viennent sur ma chaîne et qui ne sont pas au courant de toute cette histoire. Il faudrait qu'ils regardent ces vidéos où je parle de Christophe. En tous les cas, j'espère que ça va aller. En tous les cas, il va m'envoyer des vidéos aussitôt qu'il va pouvoir le faire. Et puis vous verrez que voilà, c'est reparti. On attend quand même le feu vert de l'administration pour qu'il puisse reprendre son exploitation en toute tranquillité. Mais il y a un autre contrôle qui doit être fait, donc il a toujours peur, quoi. Enfin, ça l'a traumatisé, cette histoire. Et je pense que ceux qui sont dans le métier comprennent. Voilà pour la petite histoire. Sinon, je remercie tous les nouveaux abonnés qui nous rejoignent, qui sont évidemment, qui découvrent cette chaîne. Et à chaque fois, je le dis, il y a des éléments multiples et variés qui sont traités. C'est toujours moi, évidemment, qui fait les arbitrages des choix, etc. Pour l'instant, vous verrez, il n'y a pas d'interview, quasiment pas. Il y en a eu dans le passé un petit peu, des gens que j'avais invités à témoigner un peu, mais j'ai pas reproduit l'expérience parce que c'est ça, je sais pas, ça marche pas tant que ça. C'est pas et puis j'ai pas assez de notoriété pour ça aussi. Je crois que après, si vous voulez des intervenants, ça dépend. Ça se répète un peu. En tous les cas, ça attire pas forcément. Vous avez une petite chaîne, c'est pas forcément pour des gens qui sont un peu connus, c'est pas valorisant d'apparaître sur une petite chaîne comme la mienne. En tous les cas, je suis dans un développement intermédiaire, 36 000 abonnés, on va vers les 37 000, il faudrait arriver dans les 100 000, 150 000 abonnés, voire 200 000 abonnés, pour commencer un petit peu à peser et attirer des gens qui ont un peu de notoriété et qui seraient intéressés
pour être interviewé par mes soins. Mais faut-il encore que je puisse avoir cette qualité? Et c'est pas gagné non plus, hein. Vous savez, c'est pas donné à tout le monde de faire des échanges, d'interviewer, de provoquer aussi. De toute façon, il y a toujours une forme on les retrouve, vous savez, on retrouve les mêmes personnages en quelque sorte sur toutes les chaînes qui sont dans la sphère entre guillemets soit complotiste, soit alternative. Et il y a déjà tellement qu'ils le font que je ne sais pas si ça vaut la peine d'aller dans ce sens-là. En tous les cas, j'ai fait quelques tentatives, mais voilà, c'est pas quelque chose que j'ai continué à faire parce que elle est trop petite. Elle était trop petite, ma chaîne. J'avais pas assez d'abonnés pour avoir une crédibilité qui attire. C'est un peu comme ça que ça fonctionne sur YouTube. Une fois que vous avez bien développé votre chaîne, une fois que vous avez un peu de notoriété, que vous êtes reconnu, là vous avez plus de facilité pour rencontrer des gens qui sont un peu sur la sphère dans laquelle vous êtes, quoi. Après, l'histoire c'est de se répéter, de répéter toujours un peu les mêmes choses. Et je vois, moi, en tant que consommateur de YouTube, j'admets que je n'écoute plus trop les intervenants qui disent toujours, une fois que vous les avez entendus, c'est bon, quoi. C'est-à-dire qu'on a tendance à répéter un peu les mêmes choses et on voit pas trop de propos qui évoluent ou qui, je ne sais pas. Attendez, je mets ça à la poubelle. Donc oui, je sais pas si c'est valable ou pas. Et puis, comme je vous disais, il faut avoir les qualités pour faire ça. Et je suis pas sûr de les avoir, tout simplement. Puis il faut que les gens aient envie je vous dis, il faut qu'ils aient envie de partager quelque chose avec vous. Après, en faisant que cela, je sais qu'il y en a. Bonjour. Il y en a qui font que ça et donc ils se répètent et qui répètent toujours un peu les mêmes choses, quoi. On voit les sujets qui reviennent sur la table et les sources ne sont pas toujours très fiables, ce qui fait qu'il y a une forme de terrain de confort qui est un peu lassant. Des fois on aime un peu quelque chose, un ton qui change ou un ton qui... Vous voyez ce que je veux dire, quoi, qui bouscule un peu. En tous les cas, si toutefois un jour, je sais pas, j'arrive à progresser sur ma chaîne et que d'une certaine manière j'arrive à obtenir, vous savez, la notoriété on l'obtient évidemment en s'étoffant sur le plan des abonnés, tout ça, ça compte. Et donc c'est vrai que mon goût personnel, ce serait ne pas être forcément dans la convenance et mais de provoquer un peu, d'apporter des arguments contradictoires, de bousculer aussi. C'est ça qui m'intéresserait, de bousculer un peu les interlocuteurs pour les faire sortir d'une certaine zone de confort dans laquelle on les entretient un peu à travers Il y a une forme de complicité, même sur les chaînes alternatives, qui fait qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Ils sont d'accord. Il y a une forme pas de condescendance, mais on va laisser passer la voiture. Il y a une forme de complicité qui se fait et du coup
ça fait pas vivre le débat. Il n'y a pas de débat. Il y a juste des interviews complaisantes qui sont faites et qui ronronnent toujours un peu pareil. Et on retrouve un tel sur des chaînes différentes qui distribuent toujours le même. Alors que, en fait, je m'aperçois qu'il faudrait être plus dans. En fait, stimuler des réactions et stimuler des arguments chez l'autre en le provoquant un peu. Je ne dis pas être trop provocateur, mais au moins en provoquant un peu la contradiction, de façon à ce que l'autre puisse sortir des choses de lui-même qui ne sort pas sinon. Bref, il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là, dans le domaine de l'interview, de l'échange, mais il faut trouver une recette un peu différente de ce qui se fait actuellement sur Internet, sinon on retombe dans un ronron quotidien. Alors oui, vous allez regarder et vous allez être conforté, parce que vous allez écouter quelqu'un qui pense comme vous. C'est la zone de confort. Mais c'est pas comme ça qu'on avance non plus. Il faut accepter d'être un peu bousculé. Il faut accepter d'être un peu dérangé. C'est pour ça que je me permets parfois de déranger mon propre auditoire, sachant comment ça fonctionne et comment il pense. Je vois qu'à travers les messages, parfois, je bouscule. Il y en a qui s'en vont des fois, parce qu'ils ont été bousculés par un de mes propos. Oui, mais sinon, après, vous êtes fade. Regardez, Jordan Bardella, à force de ne pas vouloir bousculer personne, il croit ramasser beaucoup. Et c'est le tort peut-être de certains youtubeurs qui pensent qu'en voulant être consensuel, en voulant être en entretenant une zone de confort avec des gens qui pensent comme lui, on ronronne, on dit toujours la même chose, on dénonce toujours la même chose, et on s'enferme dans des certitudes, et puis on croit avoir raison. Non, c'est pas ça la vie non plus. C'est bousculer un peu. Et Dieu sait s'il y a des sujets sur lesquels on peut bousculer les choses qu'on considère comme convenues. Et ça, j'aime bien ça. C'est donc pour ça que des fois, dans mes vidéos, je provoque un peu, je bouscule un peu. C'est comme ça que j'ai fait dans ma vie avec les gens qui étaient autour de moi. Parce que sinon, j'ai observé qu'on s'endormait, on roupille. Ou alors on se répète, comme des vieux radoteurs. Puis on radote. Macron ceci, Macron cela. Et puis on ne sort pas de notre sentier de répétition. Et on a une forme de machine à mouliner, toujours la même chose, un disque rayé. Et ça, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. C'est pour ça que, pour l'instant, je ne peux pas me permettre d'avoir cette ambition d'interviewer des gens qui soient, que je bouscule un peu, parce qu'ils diront mais je vais prendre des risques, pourquoi qui est-il lui pour se permettre de m'interroger de cette manière-là, puisqu'il représente que ça à travers sa chaîne. Vous voyez, on est jugé par rapport à son nombre d'abonnés, il n'y a pas de mystère. Donc c'est en étoffant un peu son auditoire et en ayant un peu plus de notoriété qu'on peut se permettre ce type d'expérimentation, et puis après on voit si ça fonctionne ou pas, si ça plaît. Mais pourquoi pas. Vous voyez, par exemple, un Fouché, j'aurais bien voulu l'interroger. On était le docteur Fouché. Vous savez, il est intervenu beaucoup durant la crise sanitaire et il a pris des positions courageuses. Et après, aujourd'hui, Wattels, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait? Alors lui, j'aurais pu l'avoir par rapport à un certain discours un peu bisounours qu'il avait, parce que j'aurais pu le bousculer un peu. Et donc une fois, j'ai fait une vidéo sur Fouché pour lui dire pour lui apporter des objections, disant que je serais d'accord d'échanger avec lui en lui demandant, en le provoquant un peu.
c'était une forme de défi. Bon, évidemment, comme j'ai une petite chaîne, il n'a pas répondu à mon invitation et il est resté indifférent parce que peut-être qu'il n'a jamais vu ma vidéo tout simplement et que du coup, bah, voilà, c'est le sujet. En réalité, il faut que soi-même on pèse pour apporter du contenu plus intéressant. J'en suis pas là. C'est pour ça que je ne suis qu'à une étape intermédiaire du développement de ma chaîne. Et que ce développement intermédiaire, il passe par une progression. La progression, elle se fait pour l'instant naturellement. C'est vrai que je n'insiste pas à chaque vidéo comme le font beaucoup d'entre mes collègues youtubeurs qui à chaque fois relancent leur auditoire pour partager la vidéo. Il y en a qui proposent toujours de partager. Elle est belle la lune ce soir. Remarquez, c'est une belle ambiance. Je ne sais pas si vous voyez là. Très belle ambiance et là aussi. Le ciel est rouge, c'est très très beau. Mais vous voyez, c'est le crépuscule. C'est toujours la meilleure période de la journée. C'est pour ça que si j'ai un appareil de meilleure qualité, peut-être que la luminosité sera plus favorable à cette heure de la journée. Les couleurs sont peut-être de meilleure qualité, on verra. Donc, pour reprendre ce que je disais, non, je ne fais pas de promotion particulière pour que les gens me fassent connaître. Je ne réclame pas à ce qu'on mette un pouce. Alors, il y en a qui disent mettez un pouce parce que ça fait du bien pour l'algorithme. Il y en a qui disent il faut vous abonner, abonnez-vous. Et ça, tout le monde le fait. Et comme toujours, je n'aime pas faire comme tout le monde, quoi, parce que c'est un côté agaçant de... Enfin, ce qui est agaçant, c'est de toujours... j'ai l'impression d'être... de quémander, d'être là à forcer un peu les gens à exécuter quelque chose qu'ils peuvent faire de leur libre choix sans qu'on les sollicite quoi, systématiquement. Ça finit par être abatteur, ça fait drôle, j'aime pas. Alors du coup, je demande pas. Mais peut-être que c'est pas payant de pas demander, j'en sais rien. En tous les cas, je sais que pour passer certaines étapes, c'est comme quand vous développez une affaire, un commerce ou un business, il y a des étapes que l'on doit franchir, il y a des plafonds de verre qu'il faut faire sauter et qui vous permettent d'acquérir une dimension autre. Pour l'instant, on n'en est pas là. On est une petite chaîne pour l'instant et on attend de voir. Et donc du coup, si vous voulez, là l'autre jour quand je suis allé à la réunion du Rassemblement National, il n'y a pas une personne à la réunion qui m'a reconnu. Ça veut dire que mon auditoire n'est pas du tout dans cette zone-là. J'ai remarqué qu'il y avait une population qui était pas branchée sur les thématiques que je développe. Et pourtant, ils sont au Rassemblement National. C'est la campagne aussi. Puis il y a beaucoup de personnes âgées, peut-être, qui ne vont pas sur YouTube. En tous les cas, j'ai remarqué que c'est pas mon auditoire. Mon auditoire, il n'est pas forcément Rassemblement National. Hein. Il est très diversifié, très diversifié. Et non, c'est pas la clientèle forcément du Rassemblement National. Il y en a, mais je vois bien, hein, là, quand je suis allé au repas, il y avait quoi, 150 personnes à peu près. Bah, il n'y en a pas une seule qui s'est manifestée pour me dire « Ah, vous faites une chaîne, je vous ai vu, tout ça ». Alors que quand je suis allé à la réunion du capitaine Juvin Brunet, eh bien, là, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont reconnu. Et là, ça veut dire que dans cette sphère-là, beaucoup de gens suivent ma chaîne.
Et c'est des gens qui sont intéressés plus par... qui sont un peu royalistes sur les mœurs, souverainistes plus que souverainistes, un peu royalistes, un peu religieux aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont une position par rapport à l'aspect vertical, la spiritualité qui leur tient à cœur, c'est-à-dire une vision spirituelle de notre destin. Et là, évidemment, je vois que c'est beaucoup plus ma sphère actuelle d'abonnés, des gens qui sont habités par, je dirais, le destin civilisationnel et spirituel de la France, avec une perspective politique qui dépasse le simple battleur, le simple politicien derrière son parti, un parti vis-à-vis duquel on a toujours un peu de suspicion quand il s'agit des partis politiques. Donc voilà un peu la sphère que j'ai constaté, en tous les cas de mes abonnés, mais que j'ai constaté sur le terrain. En allant dans différents milieux, je m'aperçois. Mais ça m'est arrivé dans ma ville et dans une ville à côté d'être reconnu et même d'avoir créé des liens avec des personnes qui sont pas dans la religion, qui sont pas dans la politique, mais qui sont venus à moi pour une autre raison. Et ça s'est fait dans la rue. Mais c'est pas forcément des gens encartés dans un parti, loin de là d'ailleurs. Et c'est pas des gens forcément encartés dans la religion catholique en particulier. Ce sont des gens qui ont, si je remarque un peu les rencontres que j'ai fait là, de visu pareil, mais carrément, hein, dans mon village ou dans la proximité de mon village, au marché, tout ça, c'est des gens qui sont intéressés par la question spirituelle, mais qui ont plus ou moins se sont écartés de l'Église, qui cherchent, qui sont en recherche, qui ont une quête et qui sont ouverts à des questions de tout type, qui sont ouverts sur des questions qui sont ouverts sur des questions transversales, c'est-à-dire de médecine, qui sont pour la médecine alternative et qui sont pour aussi une quête personnelle, intérieure, une réflexion sur eux-mêmes, sur le sens de leur vie, tout ça. Ça, j'ai remarqué que c'était présent parmi les gens que je... Donc, il y a un écho à ce que je dis, mais je le vérifie. Mais ce n'est pas forcément des militants. Je pense que les militants purs et durs ne sont pas intéressés par mon discours. Je pense que les militants, par exemple, du RN, il n'y en a aucun, j'en ai rencontré sur le marché, aucun ne connaît ma chaîne. Et pourtant, ça aurait pu, parce que pourquoi je rencontre des gens comme ça dans la rue, comme ça, qui me reconnaissent parfois, et que des militants RN qui seraient censés être à droite et donc rejoindre mon discours qui est parfois, malgré tout, très orienté RN, sur certaines thématiques, les migrations, tout ça, je pourrais être connu parmi eux et je vois que ça ne les intéresse pas. Donc ça, c'est révélateur aussi. Ça veut dire que je ne suis pas forcément compris ni bien vu dans ces milieux-là. La preuve, je pense qu'ils ne sont pas intéressés. Ils sont militants pour des questions très, très limitées, des fois, ou je ne sais pas. Ils sont militants, ils sont attachés à certaines choses, l'insécurité, voilà, mais l'immigration, des choses comme ça, mais je ne sais pas si ça va beaucoup plus loin. On va faire demi-tour parce que vous voyez, ça baisse le soleil. Et donc c'est pas là non plus, vous voyez, ma place, pas du tout là. Et donc, pour ça que c'est intéressant que je puisse vérifier où je me situe. Parce que je baragouine, je parle énormément, mais c'est bien que je puisse vérifier de visu, que je puisse vérifier dans le monde réel qui vient vers moi vraiment et qui est intéressé ou qui regarde mes vidéos. Et ça, je me suis aperçu que c'est pas forcément des gens qui sont dans la politique, bien que je traite parfois beaucoup de questions politiques. Est-ce que ce sont des catholiques pratiquants? Je ne pense pas non plus. Je pense qu'il y a des traditionalistes,
Je pense qu'on est tous d'accord. Moi, j'ai une position très traditionnaliste. Donc il est évident que des cathos traditionnalistes, que je ménage pas toujours, c'est vrai, mais c'est quand même... Mais si dans le catholicisme il y a quelque chose que je défends, c'est la tradition et son rituel traditionnel. Ça là-dessus, on ne me le retirera pas pour l'instant. Ça c'est quelque chose, parce que dans le rite traditionnel, il y a une source très, très intéressante et très profonde qu'on a malheureusement pervertie. Donc là, du coup, sur ce sujet-là, des catholiques traditionnalistes sont plutôt séduits par mes propos. Mais parfois, j'ai un propos provocateur qui les dérange aussi. Mais il dit, mais tu crois plus en Jésus, vous croyez plus? C'est pas ça, c'est plus complexe que ça. C'est ce que je vais plus loin dans ma démarche spirituelle. Je ne suis pas encarté non plus dans une religion. Mais l'aspect traditionnel, le sacré, qui existait autrefois dans notre ancien rituel, ça je crois que c'est important. Enfin, j'en suis sûr même. Mais je ne le vois pas comme une contradiction par rapport à des évolutions qui nous feraient aller vers quelque chose d'autre. On peut réintégrer la tradition autrement. Mais il faut comprendre le sens des traditions. C'est ça qui est le plus difficile. Bref, voilà un peu comment se passent les choses et comment se manifestent les sympathies ou les antipathies. Ou l'indifférence tout simplement. Donc si je résume, cette chaîne est en phase de développement. Elle a son style, son authenticité et libre, une liberté de propos me concernant qui est totale. C'est-à-dire je ne me censure pas du tout. À tel point que j'ai été censuré, puisque je ne me censure pas. Mais la cohérence, c'est que il y a une volonté de rejoindre une dynamique qui nous sortirait de cette apathie dans laquelle on est. Ça me fatigue énormément. Alors j'ai été aussi, et j'en ai parmi mes auditeurs, des gilets jaunes, des anciens gilets jaunes. Je suis moi-même un ancien gilet jaune. Donc là aussi, ça a créé des sympathies. Le côté populaire, insurrectionnel, m'a beaucoup plu. Et ensuite, il y a eu le combat contre le pic-pic, contre le pass sanitaire. Alors ça a été une grosse affaire. Et là, à nouveau, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient sur la même longueur d'onde que moi concernant ces questions-là. C'est-à-dire contre le pass et contre le pic-pic. Et le scandale de la crise sanitaire où on a été complètement manipulé. Là, du coup, j'ai eu beaucoup d'abonnés qui sont arrivés à ce moment-là parce qu'on partageait ces sentiments. Donc vous voyez, c'est aussi les circonstances de la vie et l'actualité politique qui parfois nous conduit à prendre des positions qui en attirent certains et en écartent d'autres. Il est évident qu'au Rassemblement national, il y en a qui se sont fait vacciner et qu'on n'a pas tous les mêmes points de vue sur cette question-là. Donc du coup, c'est pas du tout le Rassemblement national comme parti politique, c'est pas du tout chez moi un point de convergence. Il se peut que je vote Front National ou Rassemblement national dans une élection, mais il y a des points sur lesquels il faudra qu'on discute et qu'il faudra améliorer. Mais si vous voulez, c'est toujours pareil, on a tellement peu de choix que c'est compliqué parfois de se déterminer. Mais il est évident que sur la crise sanitaire et le pass sanitaire, on n'a pas beaucoup entendu le Rassemblement national s'exprimer parce que par lâcheté, ils n'ont pas voulu prendre position. Et c'est toujours pareil, ils sont très lâches aussi sur l'Ukraine. Là, j'ai repris position. Et il est évident que pour moi, les Russes ne sont pas responsables dans cette crise, même s'ils ont envahi l'Ukraine, mais je pense que c'est nous qui sommes responsables, l'OTAN et l'Occident, qui avons
provoqué ça pour les raisons historiques et qu'il y a eu donc des éléments à charge contre l'OTAN qui font que eh bien, Poutine n'avait pas le choix. Alors ça, ce discours-là, vous voyez, ils l'ont peut-être pas tous non plus au Rassemblement national. Certains l'ont, mais pas tous. Donc vous voyez, c'est des points à chaque fois qui sont clivants et qui font que si vous réunissez tout, les gilets jaunes, la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, le pic-pic, et puis demain, et puis Trump aussi, Trump qui vis-à-vis duquel moi Elon Musk et Trump que je soutiens, en tous les cas que je soutiens ouvertement et dont je suis absolument ravi qu'il ait pu gagner les élections, bah, tout cela, à chaque fois, c'est des sujets qui peuvent cliver. Alors ça fait plusieurs sujets sur lesquels individuellement on peut être d'accord, mais on n'est peut-être pas d'accord sur tous les sujets que je viens d'évoquer. Mais à chaque fois, en tous les cas, je me positionne. Et je ne me positionne pas pour attirer l'auditoire, mais je me positionne en fonction de mon intuition et des convictions qui découlent de mon intuition. Parce que mes convictions sont souvent basées sur des intuitions que j'essaie d'élaborer et de consolider par un discours et un raisonnement, tout en sachant que je peux me tromper, que je peux avoir parfois une intuition fausse et que je ne détiens pas la vérité et que je suis capable, je l'espère, de reconnaître mes erreurs et de reconnaître mes erreurs d'analyse ou mes erreurs de positionnement. On peut se tromper. Mais moi je trouve que c'est mieux de se positionner clairement, sans ambiguïté, que de rester comme Bardella, il le fait, c'est-à-dire dans une zone neutre où tu crois ramasser tout le monde. C'est pas possible ça. Je pense que sa stratégie, elle va être... C'était un échec, sa prestation à la télé, Bardella. Il le sait lui-même, le retour est très mauvais. Le retour est très mauvais dans le public. Et le contraste, c'est que les gens qui votent pour lui aiment assez Trump, quand même, d'une manière générale. Et ils aiment bien ce côté rentre-dedans de Trump. Et ils ont envie d'un leader comme ça. Et malheureusement, il a pris le positionnement inverse. Il a voulu se vendre auprès du service public, surtout le fait de dire qu'il n'était pas d'extrême droite, il n'avait pas besoin de le dire, c'est ridicule de dire je ne suis pas d'extrême droite, on verra bien d'où tu es et comment tu es à travers ce que tu penses, si tu es capable de développer ta pensée, mais pour l'instant il n'a pas développé de pensée personnelle, c'est simplement un produit, et ça c'est pas bon, et les gens commencent à le sentir. Et d'autre part, il a aussi dit qu'il était athée. Alors évidemment, ça fait plaisir à la gauche de dire, parce que la gauche se dit athée. Alors là, il donne encore un biscuit pour la gauche, et puis il ignore que ceux qui le suivent, en grande partie, sont des gens quand même attachés à une certaine croyance, une certaine foi. Donc ça déçoit. Un leader qui est athée, c'est pas terrible, quoi. On aimerait qu'il ait une certaine foi, en tous les cas une quête spirituelle. Agnostique, ça aurait été mieux, mais athée, ça nous conduit où? Quelqu'un d'athée, ça nous ouvre pas tellement de perspectives intéressantes. Et donc là, ça prouve que s'il est athée, compte tenu aujourd'hui, en plus des avancées en sciences physiques, quantiques et tout ça, où on rejoint, si vous voulez, une certaine forme de spiritualité, à travers même la science, nous y conduit. On ne peut... Compliqué de dire qu'on est athée aujourd'hui si on est intelligent. On peut dire simplement oui, je suis en quête de réponse, mais athée ne veut plus dire grand-chose. C'est fini le scientisme des 19e siècle. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des choses qui sont codées dans la nature et qui nous interpellent sur le plan d'une intelligence supérieure, autre que l'intelligence humaine. Et ça nous conduit à des questions tout à fait légitimes sur l'existence d'un principe qui nous dépasse. Voilà. Vous voyez, s'il aurait déjà exprimé les choses comme ça, j'aurais dit oui, il est intelligent. Mais dire je suis athée, c'est dépassé. C'est dépassé, ça. C'est pas un signe d'intelligence. Donc du coup,
voilà quoi, voilà. Donc, oui, quand on prend position, on gagne et on perd des abonnés sur YouTube. C'est comme ça que je vais conclure, parce qu'il fait nuit, puis vous ne voyez plus. J'espère qu'avec mon prochain téléphone, vous me verrez. Mais c'est comme ça aussi qu'on s'attache à des gens. C'est par rapport à leurs convictions et qu'on défend et des convictions qui sont défendues et argumentées, bien entendu. Voilà. Bon, bah écoutez, ça va se terminer parce qu'il fait nuit là, ça y est. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.